Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous, veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Présentation de vœux des institutions de la République, des autorités indépendantes et de la presse ce jeudi au président de la transition. Les interlocuteurs du président le félicitent pour les réformes courant 2023 avec une nouvelle constitution, la création de l'AES et l'initiative du dialogue intermalien. La presse, quant à elle, brosse la situation actuelle des médias du Mali et leurs conditions de travail. À suivre la fin des travaux de l'atelier national de validation des termes de référence du dialogue intermalien. L'atelier a passé en revue tous les documents et analysé minutieusement les causes des différentes crises. Avec la validation des termes de référence, le comité de pilotage vient de franchir avec succès la première étape de sa mission. Et c'est parti depuis ce matin pour les activités de la Semaine malienne des énergies renouvelables. Cette édition 2024 a pour thème promouvoir les opportunités dans le secteur des énergies renouvelables. Une initiative du ministère de l'Énergie et de l'Eau pour relancer la contribution des services énergétiques au développement socio-économique. Et suite aux affrontements violents hier entre étudiants au campus de Badalabougou qui ont causé un mort et plusieurs blessés, nous allons entendre plusieurs citoyens qui ont réagi à ce drame et au communiqué du ministre qui suspend l'AEM dans l'espace universitaire. Bonsoir, bienvenue. Nous sommes le 29 février. Cela n'arrive que tous les 4 ans. Et pour débuter ce journal, nous allons tout de suite à Koulouba, où les institutions de la République ont présenté ce matin leurs vœux au président de la transition, colonel Assimi Goïta, moment de raffermissement des relations humaines. La présentation de vœux est aussi une occasion de rappeler les activités phares menées par chaque institution et des projections pour 2024. Les institutions félicitent le président de la transition pour la bonne conduite de la transition et surtout les réformes courant 2023, la création de l'AES et l'initiative du dialogue intermalien. Présentation des vœux des institutions avec Sira Bachili. La République s'évalue à Koulouba, une mention spéciale pour l'année 2023 des institutions pour la conduite des affaires et les réformes engagées par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Un temps d'appréciation, de souhaits et surtout de préoccupations consacrées à la nation Mali. Les institutions de la République se réjouissent de la reconquête de Kidal et des efforts de sécurisation du territoire national par les forces armées. Une fierté à saluer et encourager. Que de prouesses notées pour la refondation. La 4e République est en marche avec une nouvelle constitution. Un rappel fait par les autorités administratives indépendantes. L'année 2023 aura été riche en événements marquants pour notre nation dans tous les domaines d'activité, aussi bien sur les plans politiques, économiques, social, culturel et environnemental. La promulgation en juillet 2023 de la nouvelle constitution annonçant la 4e République a sans nul doute été l'un des moments phares de l'année. Son adoption à une large majorité par le peuple malien est l'expression du sentiment national qui caractérise nos concitoyens. C'est donc le lieu pour moi
de vous réitérer mes sincères félicitations pour cette heureuse initiative qui permettra de tracer les sillons du Mali courant et de doter ainsi notre pays d'institutions démocratiques fortes et crédibles. Le médiateur de la République, porte-parole des autorités administratives indépendantes, a fait le point des activités menées en 2023 par les autres services comme le bureau du vérificateur général et l'OCLEI. À la clé, des dysfonctionnements signalés et des dénonciations au pôle économique et à la section des comptes de la Cour suprême. On suivi les vœux du Conseil économique, social, environnemental et culturel et ceux du Haut Conseil des collectivités. Le succès, les bonheurs, l'espérance des nouveaux horizons pour notre pays, le Mali et l'Afrique tout entière. Ce qui semblait être un rêve, le renforcement de la paix, de la sécurité, le retour des Kidal dans la mère patrie, la nationalisation d'unités d'État faussement privatisées, les sifflements du terrain, du bateau et j'en passe, et en séjour une fierté vivante, indiscutable, comme le sont le bonheur des citoyennes et des citoyens et la joie d'être malien. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel, en ajoutant en profondeur la charte des partis, les codes électoraux, la Constitution et les référendums dont l'exercice a abouti à un quasi-plébiscite, tous les conseillers de la République, tout son personnel, estime que vous avez su faire de l'année 2023 une essence vive et impérissable de paix. L'année 2023 aura été aussi une étape décisive dans le processus de mise en œuvre effective de la refondation de l'État tant souhaitée par le peuple malien. À cet effet, nous citons entre autres la promulgation de la nouvelle Constitution, la signature du pacte de stabilité sociale et de croissance, le nouveau code minier et son contenu local, la lutte que vous engagez contre la corruption et les multiples formes d'atteinte aux deniers publics. Votre participation les 27 et 28 juillet 2023 au deuxième sommet Russie-Afrique est également une belle illustration de votre souci et votre détermination à faire entendre la voix du Mali au sein de la communauté internationale. Pour les juristes, l'occasion se prête pour rappeler les soubresauts de l'état de droit à travers le respect des droits de l'homme. Et la justice y joue un grand rôle. La Cour constitutionnelle et la Cour suprême ont mis l'accent sur l'effectivité des droits fondamentaux avant de faire cas des activités courant 2023. Il est beaucoup plus demandé un équilibre des pouvoirs et dans l'esprit bien compris des institutions. C'est ensuite le respect et l'exercice effectif des droits fondamentaux. C'est la raison d'être de la Cour et c'est pourquoi elle doit disposer de ressources pour prendre en charge ce souci et contribuer de manière efficace au renforcement et à la consolidation de l'état de droit par un contrôle judicieux de l'effectivité des droits fondamentaux. À cet égard, son rôle se révèle prépondérant dans notre démocratie qui se veut en tous les cas constitutionnelle. En ce qui concerne la Cour suprême, le bilan de l'année qui s'achève concerne d'une part les activités juridictionnelles et d'autre part les activités non juridictionnelles. S'agissant des activités juridictionnelles, au titre de la section judiciaire, elle a reçu 770 dossiers en 2023, a traité 704 dossiers et rendu 633 arrêts. Au titre de la section administrative, elle a reçu du 1er janvier 2023 au 31 octobre 2023 563 recours et a rendu 658 arrêts durant la même période. L'organe législatif de la transition a bouclé la boucle de cette présentation de vœux des institutions. Le président du Conseil national de transition, colonel Malick Diaw, salue le leadership du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Oui, Monsieur le Président, nous ne cesserons jamais de le souligner avec force conviction. Le Mali, sous votre leadership, vient de loin, de très loin. Oui, Monsieur le Président, osons le dire sans vantardise aucune,
Notre pays, au cours de ces 3 dernières années, a su s'imposer, se faire respecter et se faire admirer grâce à votre sens inné de la responsabilité et de la bonne gouvernance. Qu'on ne voit, surtout ici, aucune volonté d'autosatisfaction, mais simple souci de vérité historique et d'analyse. La capacité de notre peuple, sous vos directives éclairées et inspirées à maintenir le cap contre vents et marées, notre unité nationale, le respect de notre souveraineté, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires du Mali, ainsi que la prise en compte des intérêts de notre peuple dans toutes les décisions, au moment où notre continent et singulièrement notre sous-région connaissent des soubresauts, a permis à nos concitoyens d'être plus forts, plus engagés et plus prêts à faire face aux défis qui assaillent notre continent et le monde. Que d'épreuves affrontées, mais heureusement surmontées par notre peuple résilient en 2023. Le colonel Malick Diaw de poursuivre sur les missions parlementaires dans les pays de la sous-région, également en Russie et en Chine, qui ont été d'une grande utilité selon lui. Les audiences accordées aux ambassadeurs et syndicats ont permis d'informer sur la conduite de la transition. Un point commun des discours, toutes les institutions fondent un grand espoir sur le dialogue intermalien pour que le Mali retrouve tous ses fils dans un environnement apaisé. Et en réponse, le président de la transition a salué le rôle important joué par chacune des institutions pour que tout marche. La mise en route des réformes est à l'actif de ces institutions auxquelles la nation Mali est reconnaissante. Colonel Assimi Goïta a en outre expliqué les raisons de la création de l'Alliance des États du Sahel. Nous retrouvons Sira Bachili qui nous décortique ici la réponse du chef de l'État aux institutions de la République. La stabilité d'un pays dépend de ses institutions. Une conviction du président de la transition, colonel Assimi Goïta, à l'endroit de celle qui garde la République. Au président des institutions, le colonel Assimi Goïta adresse tout d'abord un message de reconnaissance pour service rendu à la nation. Vous cristallisez l'espoir de tout un peuple. De par vos résultats respectifs au cours de l'année 2023, vous avez su montrer la voie du dévouement pour la nation. Les différentes épreuves auxquelles notre pays a fait face depuis le début de la transition ont été illustratives du rôle prépondérant des institutions, surtout en période de crise. Qu'il s'agisse du gouvernement, du Conseil national de transition, de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle et du Conseil économique, social, environnemental et culturel, aucune institution de la République n'est restée en marge du noble combat de la souveraineté. Bien au contraire, votre soutien constant a été déterminant pour l'orientation des réformes décisives initiées par la transition qui s'inscrivent à juste titre dans la marche de notre pays sur la voie irréversible de la souveraineté. La Cour des comptes, la toute nouvelle institution, augure d'un lendemain meilleur pour notre pays en sa qualité de juridiction supérieure en matière de contrôle des finances publiques. Son rôle est très important quant au contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'évaluation des politiques publiques. Le Mali a un nouveau code minier pour que l'or brille enfin pour les Maliens. Les richesses du Mali en or étaient mal exploitées et profitaient à d'autres. Le nouveau code minier est appelé à changer la donne. Un intérêt commun que le CNT a compris selon le président de la transition, d'où le vote de cette loi. Le vote des lois sur le secteur minier et sur le contenu local par le Conseil national de transition en août 2023 constitue une grande lueur d'espoir pour le bien-être du peuple malien qui a toujours souhaité que l'or du Mali brille en premier lieu pour les Maliennes et les Maliens. Cette réforme du cadre juridique des activités minières dans notre pays procède de la ferme volonté de l'État d'assainir le secteur minier tout en accordant une place de choix au développement local. Ces lois interviennent aussi à un moment où les ressources de notre pays et même de la sous-région font l'objet d'une convoitise
par d'autres nations sur fond de tensions géopolitiques qui ne cessent de s'amplifier. La loi sur le secteur minier, faut-il le rappeler, n'est qu'un exemple parmi tant d'autres pour illustrer le dévouement du Conseil national de transition à la cause nationale. Je voudrais, pour cela, saluer la persévérance des membres du CNT. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, de poursuivre que la refondation a ses fondements dans la justice qui lui donne corps à travers des textes. Le Mali a reçu son référendum grâce à la Cour constitutionnelle à travers le contrôle de légalité du scrutin. Un pas de géant franchi par la transition qu'il ne faut pas mettre sous silence. Nos institutions judiciaires se sont particulièrement montrées à la hauteur des défis actuels, les porte-étendards que sont la Cour suprême et la Cour constitutionnelle ont guidé les pas de la transition avec conviction et dévouement. Le contrôle de légalité des opérations du référendum du 10 juin 2023, ainsi que la proclamation des résultats définitifs après l'examen minutieux des réclamations, a été révélateur de l'importance indéniable de la Cour constitutionnelle dont je félicite les membres. Je tiens également à saluer le dynamisme et les initiatives de renforcement des liens de coopération que la Cour suprême du Mali tisse de plus en plus avec ses homologues de la sous-région, notamment celle des membres de l'Alliance des États du Sahel. Sa détermination à préserver le respect de l'éthique et de la déontologie est tout en son honneur si l'on sait que la justice est un rempart contre les excès, car veillant au respect des droits et devoirs de tous et de chacun, y compris ceux de l'État. C'est bien par le respect de ces principes intangibles que notre justice réussira le pari de sa bonne distribution tout en rassurant les justiciables et, à terme, sauvegardera son image de marque. L'intermédiaire entre les pouvoirs publics et la société est bien le Conseil économique, social, environnemental et culturel. Il a à son actif la signature du pacte de stabilité sociale, un engagement entre l'État et les syndicats qui permet de mettre en route de grands projets de développement tels que recueillis auprès des populations par le dit Conseil. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel s'est particulièrement illustré au cours de l'année 2023 dans le processus de pacification qui a abouti à la signature du pacte de stabilité sociale entre le gouvernement et les syndicats. Ce résultat, apprécié de tous, vient en appoint des efforts quotidiennement déployés pour le bien-être des populations maliennes. Le président de la transition a conclu sur la création de l'AES, une vision commune pour répondre véritablement aux aspirations du peuple sans interférence. Avec une architecture déjà ficelée, l'AES est vue comme une nouvelle ère pour les trois États, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Le retrait des États de l'AES de la CEDEAO demeure un signal fort et constitue une nouvelle ère, celle de l'émergence d'une véritable conscience patriotique face à la tyrannie des organisations régionales sous emprise étrangère. Dans un tel contexte, le rôle protecteur des institutions de la République revêt tout son sens. Mesdames et messieurs, tout en vous félicitant de votre dévouement constant au service de la nation, je vous souhaite en retour une bonne et heureuse année 2024 dans la paix, dans la prospérité, dans un Mali pacifié et respecté dans le concert des nations libres. Des notes d'espoir pour 2024 avec le souhait d'un Mali apaisé, exempt de corruption et dans la trajectoire d'un développement durable.
Après, c'était le tour à la presse de présenter ses vœux au président de la transition. Les 3 représentants des médias maliens se sont succédés à la tribune pour brosser la situation actuelle des médias du Mali et leurs conditions de travail. Une situation pas très reluisante quand on sait que le Mali occupe la 113e place dans le classement annuel RSF de 2023 en matière de liberté de presse. La disparition ou encore l'assassinat de collègues et les maigres moyens mis à la disposition de ces institutions pour mieux régulariser l'espace. Nyanya Alou Traoré, reportage. Le 4e pouvoir face au premier. Nous sommes à Koulouba en ce dernier jour du mois de février 2024. Les fêtières de la presse du Mali sont venus présenter leurs vœux au président de la transition, accompagné pour l'occasion par le chef du gouvernement et celui du Parlement. D'entrée de jeu, nos représentants sont entrés dans le vif du sujet. Pour eux, la presse reste mal lotie au Mali alors qu'elle ne cesse de jouer pleinement son rôle dans tous les grands rendez-vous de la nation. La liberté de la presse dans notre pays a quelque peu reculé. Ce constat est aussi celui des organismes internationaux de soutien et de défense de la liberté des médias, comme RSF, dont le classement annuel fait passer notre pays du 111e en 2022 au 113e rang en 2023, dans un contexte où la tendance n'est plus aux emprisonnements, mais aux assassinats et enlèvements. En ce moment, nous pensons à Birama Touré, disparu depuis 8 ans, à Hamadoun Nyalibouli et Bana Diko, tous de Douanzan, enlevés en 2020. Sur ces registres peu reluisants, permettez-moi de citer les assassinats de Dadaba, animateur à la radio Danya FM dans la nuit du 26 au 27 octobre 2023 à Nara par des individus non identifiés. Le Comité national de l'égal accès aux médias d'État propose au gouvernement des mesures d'appui aux médias d'État, de se pencher particulièrement sur les cas de l'ORTM et de l'AMAP pour les échéances électorales à venir. De toutes les structures intervenant dans les élections, elles sont les seules qui ne sont pas inscrites sur le budget des élections. La redevance qui peut assurer une source de financement pérenne pour l'ORTM, bien qu'accordée par l'État, ne lui est pas versée correctement. Il en est de même pour la taxe prévue au cordon douanier sur les équipements audiovisuels et qui doit être reversée à l'ORTM. En ce jour, l'ORTM dispose à son siège, en tout et pour tout, de 11 véhicules et 9 caméras. Quand on sait que l'ORTM fait une moyenne de 20 reportages par jour, avec des pointes de 40 reportages par jour, on comprend mieux pourquoi la réputation qui leur est faite, toujours en retard, n'est pas toujours méritée. Ils font avec les moyens du bord. Et ces moyens sont extrêmement limités par rapport aux sollicitations. Aujourd'hui, l'espace médiatique malien compte plus de 450 radios, plus de 40 télévisions, plus de 60 journaux en ligne et plus de 150 journaux écrits. Une multiplicité de nos outils d'information et de communication qui visent à consolider les acquis afin de promouvoir l'émergence d'un citoyen nouveau dévoué pour sa patrie. Une mission de haute portée qui nécessite un engagement ferme des médias et des autorités. Nous ne sommes pas contre le pouvoir, mais nous sommes un contre-pouvoir. La démocratie ne saurait être sans une presse forte, une presse dont la vitalité est établie. Le Mali nouveau se traduit et se fait savoir par des comportements et des actes forts. Nous nourrissons l'espoir que grâce à votre écoute active et votre engagement, nous parviendrons à relever les défis. Vous pouvez compter sur nous. La HAC ambitionne, conformément à son texte de création, d'implanter des antennes régionales à Kaï, Ségou et Sikasso dans un premier temps. Par ailleurs, l'opérationnalisation du monitoring de la presse écrite et de la presse en ligne est d'une brillante actualité dans la mesure où ces médias ne sont pas pour l'instant soumis à une véritable régulation.
En outre, le renforcement des capacités du centre principal de monitoring et de contrôle des médias de Bamako et environ, installé depuis 2018 et qui ne couvre présentement que 36 radios sur les 506 et 24 chaînes de télévision sur 43, permettra à la HAC de mieux suivre l'ensemble des médias évoluant dans cette zone géographique. Pour notre part, en tant que régulateur du secteur de la communication, nous veillerons sans acharnement, mais avec fermeté sur le respect des normes qui encadrent l'offre d'information au public. Les trois interlocuteurs n'ont par ailleurs pas manqué de saluer les autorités de la transition pour la reprise de la ville de Kidal. Ils ont aussi émis des vœux de réussite à l'Alliance des États du Sahel. Le président de la transition, qui a comme à son habitude écouté très attentivement les doléances, a rassuré quant aux intentions du pouvoir en place à accompagner la presse nationale. La liberté de la presse est un acquis que nul ne met en cause au Mali, dans la mesure où le rôle des médias est très important. Cependant, les professionnels des médias doivent en permanence garder à l'esprit les contextes sociopolitiques, économiques et géopolitiques dans lesquels vit le Mali. Notre patrimoine commun à tous, je les exhorte en conséquence à s'approprier davantage les enjeux du combat que mène la transition. Et ce combat procède de notre volonté affichée de libérer le Mali des pesanteurs géopolitiques et d'assainir la vie publique. C'est avec un grand intérêt que j'ai écouté les préoccupations que vous avez exprimées concernant vos structures respectives. Il est indéniable que ces organes jouent un rôle crucial dans l'information de la population et de la diaspora malienne lors des échéances électorales. Dans le but d'améliorer leurs performances au service de la nation, le gouvernement examinera attentivement les propositions. Toutefois, il est indispensable de conduire une évaluation de ces structures afin de mieux cerner les difficultés qui les affectent. Cette évaluation aura l'avantage d'améliorer les moyens humains et matériels ainsi que le système de gestion afin de prévenir toute rechute par l'adoption de solutions durables. Signalons que le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État a suggéré au président Goïta ainsi qu'au Premier ministre Maïga d'écrire des livres sur les défis relevés en ce moment à la tête du pays, car pour lui, ceci constituera un important bréviaire pour les générations futures dans la compréhension de l'histoire du Mali. Voilà, et c'était l'essentiel de ce qu'on pouvait retenir des présentations de vœux cet après-midi à Koulouba. Le train du dialogue est désormais en marche. C'est en ces termes que le Premier ministre a conclu les travaux de l'atelier de validation des termes de référence du dialogue intermalien. Il a invité tous nos compatriotes à s'approprier ce dialogue pour mettre tout à plat et repartir sur des bases saines et apaisées. Nous l'écoutons au micro de Aloussine Touré. Le train du dialogue, mesdames et messieurs, il est en marche. Chaque citoyenne et chaque citoyen est pris de paix et de liberté, dédié à la réconciliation nationale, a une place, je dirais même à sa place, pourvu qu'il accepte de monter à bord, car ce train du dialogue ne reviendra pas en arrière. Chers participants, vous avez durant 4 jours marqué de vos échanges, de vos éclairages et de vos connaissances enrichi cette étape importante du processus. Je suis convaincu que vous avez à l'esprit les fortes attentes que fonde le président de la transition qui a lancé cette initiative. Vos travaux et ceux du comité de pilotage qui ont précédé ont comme objectif de créer les conditions favorables à la préparation et à la tenue du dialogue intermalien. En somme, vous avez eu comme tâche primordiale de créer les conditions pour chaque Malienne et chaque Malien
puisse s'épanouir dans un environnement marqué par la confiance retrouvée entre les communautés sous la protection de l'État, tel que le souhaite le chef de l'État. J'ose espérer que les délégués des régions et de la diaspora ont été satisfaits du balisage déjà fait avec l'élaboration de l'avant-projet des termes de référence par les membres du comité de pilotage. La participation des gouverneurs des régions et du district de Bamako, des délégués des régions et de la diaspora, a sans nul doute contribué en plus-value dans le sens de l'amélioration des documents soumis à leur examen. Ces différents regards ont enrichi les thématiques proposées, ce qui augure d'une suite plus maîtrisée du processus. Honorables invités, mesdames et messieurs, retrouvons-nous autour de ce qui nous unit. Notre seul bien commun, à nous tous, c'est le Mali. Parlons-nous, chamaillons-nous s'il le faut, et de grâce, donnons-nous la main pour sauver notre patrie. Nos communautés ont toujours vécu ensemble depuis des siècles. Nous sommes un peuple de brassage, un peuple uni par l'histoire et la culture. Le Mali, mesdames et messieurs, est pour tous les Maliens. Un Malien, c'est un Malien, point à la ligne. Mesdames et messieurs, il y va de la construction du Mali nouveau. Le Mali croit que nous voulons pour les générations actuelles et futures. Nous ne devons jamais nous lasser de nous parler, d'échanger sur nos réalités actuelles, sur notre futur commun. Nous devons échanger, nous enrichir de nos douleurs, de nos crises, par notre résilience, notre désir commun de faire du Mali un nouveau Mali de nos rêves. Fin donc des travaux de l'atelier national de validation des termes de référence du dialogue intermalien. Après 96 heures d'intenses discussions et d'échanges francs et directs, les délégués ont pu apporter les retouches nécessaires aux différentes thématiques qui ont été finalement validées. L'atelier a passé en revue tous les documents et analysé minutieusement les causes des différentes crises. Aridjou Matina, Sidiki Balo. Comme annoncé dans son adresse à la nation le 31 décembre 2023, le président de la transition chef de l'État avait décidé d'enclencher le mécanisme d'appropriation nationale de la gestion de la crise que connaît le Mali. Le comité de pilotage du dialogue intermalien, ainsi créé il y a quelques semaines par le chef de l'État, a désormais pris corps. Le comité, qui a pour mission de réfléchir et de créer les conditions favorables à la tenue du dialogue avec la participation de tous les Maliens dans leur diversité, vient de franchir une étape importante du processus avec la tenue de l'atelier national de validation des termes de référence. 5 commissions ont été constituées. Commission paix, réconciliation nationale et cohésion sociale, commission questions politiques et institutionnelles, commission économie et développement durable, commission aspects sécuritaires et défense du territoire, commission géopolitique et environnement international. Les délégués ont apporté des améliorations significatives à l'avant-projet du terme de référence soumis à leur appréciation avant de l'adopter en séance plénière. Ces 4 jours ont été courts au regard de la vivacité des échanges, de la cordialité et de l'esprit citoyen dont ont fait montre les délégués, l'institution du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, la mise en place du comité de pilotage et l'atelier national de validation des termes de référence sont des étapes saillantes qui démontrent à souhait que l'initiative, son esprit et sa lettre sont en train d'être appropriés par les Maliens et les Maliens. Au cours des travaux dans les différentes commissions, les échanges ont été francs, directs et parfois vifs, mais le Mali a été mis au-dessus de toute considération. L'atelier national a passé en revue tous les documents,
notamment les projets de termes de référence, les documents de commission thématique, le plan de communication et le règlement intérieur. Ces documents ont été passés à la loupe, ce qui a permis aux participants d'analyser les causes des différentes crises que vit le Mali, en posant les questions les plus pertinentes, devant permettre aux populations d'apporter les réponses et les solutions justes. L'atelier national de validation des termes de référence a regroupé les délégués des 19 régions, ceux du district de Bamako, les membres du comité de pilotage et les Maliens établis à l'extérieur. Avec la validation des termes de référence, le comité vient de franchir avec succès la première étape de sa mission, celle de la préparation du dialogue. La remise officielle du rapport au président de la transition, initiateur du dialogue, aura lieu ce lundi 4 mars. Hors de nos frontières, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, et le colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants, ont eu une rencontre avec le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov. Rencontre élargie par la suite aux deux délégations où Maliens et Russes se sont félicités du renforcement de l'outil de défense. Les grands axes de leur coopération bilatérale, avec un accent particulier sur les questions de défense et de sécurité, ont été passés en revue. Aussi l'intensification de la coopération économique et commerciale, les questions humanitaires, entre autres. Suivons plutôt le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, et son homologue russe, Sergei Lavrov. Agence internationale Sputnik Afrique. J'ai une question pour Monsieur le ministre Abdoulaye Diop. Votre Excellence, la CEDEAO vient d'annoncer la levée de sanctions contre le Mali, mais également contre le Niger et la Guinée. Comment évaluez-vous cette démarche de la CEDEAO? Peut-on affirmer que par cette démarche, la CEDEAO reconnaît l'échec de sa politique de sanctions? Et comptez-vous faire le retour au sein de cette organisation? Merci pour la question. Je dois dire que je ne veux pas commenter une décision qui a été prise par une organisation à laquelle le Mali n'appartient pas. Parce que vous le savez, le mois dernier, le Mali, le Burkina et le Niger ont saisi officiellement la CEDEAO pour indiquer qu'ils se retirent sans délai de cette organisation. Cette décision a été prise sur la base d'un certain nombre de constats. Parce que je rappelle que le Mali est pays fondateur de cette organisation, mais nous avons vu que progressivement, cette organisation est devenue un instrument entre les mains de certaines puissances qui cherchent à créer le désordre dans notre région et qui cherchent à utiliser nos institutions pour pouvoir créer des problèmes au pays, créer même une menace. Le Mali a été sous sanction pendant près de 8 mois, un pays enclavé dont la population a été meurtrie. Nos institutions bancaires ont été utilisées, nos fonds ont été confisqués au niveau de ces banques. Le Niger a vécu la même situation. Le Mali s'est élevé contre le fait que nos institutions deviennent des armes contre nous-mêmes, nos populations et constituent une menace. Et par rapport à cela, nous n'allons pas continuer juste à dénoncer. Nous avons décidé d'apporter aussi une réponse géopolitique en nous mettant ensemble avec un certain nombre de pays avec lesquels nous partageons les mêmes réalités, mais aussi la même vision de solidarité entre les pays, d'établir des liens de fraternité et de respect mutuel et de nous mettre à l'abri des situations d'ingérence. Donc, je pense que c'est ce qui est important aujourd'hui à retenir dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Nous travaillons pour réaliser ce que nous n'avons pas pu réaliser dans le cadre de la CEDEAO. Et de Moscou, partons dans la cité des Balançons. Les membres de la commission finance du CNT étaient en visite au Serfiltex de Ségou. Il s'agissait d'échanger sur l'état d'avancement du projet de loi portant création du Serfiltex ainsi que l'état de mise en œuvre des recommandations que la commission avait formulées à l'endroit de cette structure. Honoré Tchenou, Bakary Traoré.
Les membres de la commission finance du CNT en venant à Ségou voulaient s'enquérir de l'état du projet de loi portant création du Serfiltex et aussi l'état de la mise en œuvre des recommandations formulées auparavant à l'endroit du Serfiltex. Une visite des différentes unités de la structure a permis aux membres du CNT d'échanger avec la direction sur les contraintes et défis qui se posent au Serfiltex. Malgré les petits problèmes de financement qui existent un peu partout, le centre est correctement entretenu. Ils ont réellement de très gros défis pour lesquels nous allons nous atteler pour un peu apporter des éléments de solution. Et parmi les défis, un centre de formation a besoin d'enseignants qualifiés. Au niveau des recommandations que la commission finance avait formulées, le constat est satisfaisant. La commission est effectivement à l'analyse du projet de loi portant ratification de l'ordonnance a formulé des recommandations. Et nous avons fait l'état des lieux de la mise en œuvre de ces recommandations avec l'équipe de Serfiltex. Cette visite des membres du CNT qui entre dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale fait suite à la relecture du projet de loi portant création d'organisation et des modalités de fonctionnement du Serfiltex. Elle concourt à faire de la structure un centre d'excellence dans l'UEMOA. L'actualité au Mali, c'est aussi le démarrage de la semaine malienne des énergies renouvelables. L'édition de 2024 a pour thème promouvoir les opportunités dans le secteur des énergies renouvelables. Elle vise à promouvoir les sources d'énergie renouvelables pour relancer significativement la contribution des services énergétiques au développement socio-économique équilibré et durable de notre pays. Mamari Kone, reportage. La Semaine malienne des énergies renouvelables est un espace d'information, de réflexion, d'échange et d'engagement entre différents acteurs nationaux et internationaux sur le développement du secteur des énergies renouvelables. L'édition 2024 se tient au moment où notre pays fait face à une crise énergétique. Pourtant, ces dernières années, le taux d'accès à l'électricité est passé de 14% en 2004 à 55% en 2022. De nos jours, des efforts sont en train d'être faits au niveau de l'électrification rurale à travers projets et programmes. La vision du département est de favoriser l'essor réel du sous-secteur des énergies renouvelables dans la réduction de la pauvreté et le développement durable par une approche intégrée des politiques, stratégies et programmes d'investissement basés sur un partenariat public-privé cohérent et efficace. Ainsi, en collaboration avec nos partenaires, le Mali pourra à court et moyen terme augmenter considérablement sa production d'électricité à travers le lancement très prochain de plusieurs grands projets d'infrastructure. C'est dans cette optique que la 3e édition de la Semaine malienne des énergies renouvelables a choisi comme thème principal de promouvoir les opportunités dans le secteur des énergies renouvelables. Une occasion de disséminer le plan d'investissement du programme d'intégration des énergies renouvelables au Mali. Elle permettra spécifiquement de présenter un plan d'investissement au public malien et aux bailleurs. Ensuite, vulgariser le plan d'investissement et les opportunités qui s'y trouvent, ainsi que ses potentiels de changement transformationnel. Il s'agira aussi de présenter les projets prioritaires et les innovations inscrits dans le plan d'investissement en soutien à l'injection de la production d'électricité d'origine renouvelable sur le réseau électrique national. Le programme des Nations Unies pour le développement et la Banque africaine de développement qui soutiennent cette 3e édition ont tour à tour exposé leur intervention en matière d'électricité au Mali avant de réaffirmer leur soutien au gouvernement. Donc, comme vous le voyez, vous en convenez donc avec moi qu'une accélération et une mise à l'échelle de ces initiatives et de ces projets d'accès aux solutions d'énergie renouvelable requiert une mobilisation de ressources additionnelles, aussi bien du secteur public que du secteur privé. À cet effet, le PNUD s'est engagé avec le gouvernement du Mali sur le cadre national de financement intégré du développement en référant les secteurs des énergies renouvelables comme un secteur prioritaire. Pour soutenir un financement adéquat d'un programme de développement des énergies renouvelables, la BAD met en œuvre toute une série de mesures portant notamment sur les facilités de financement concessionnel, les garanties partielles de risque, les documents contractuels standards ainsi que l'assistance juridique. Par ailleurs, la BAD met en œuvre d'importants volets de renforcement de capacité de l'ensemble des acteurs étatiques ou non,
afin d'assurer le transfert des compétences, mais aussi d'assurer la bonne gestion des projets et programmes. En lançant les travaux de cette 3e édition de la Semaine malienne des énergies renouvelables, au nom du parrain, le Premier ministre Dr Choguel Koukala Maïga, le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a déclaré que cette semaine suscite beaucoup d'espoir en matière d'électrification de notre pays. Notre pays, le Mali, dispose d'un énorme potentiel de production d'énergie renouvelable, notamment éolien, solaire, hydraulique et biomasse. Cependant, à ce jour, seuls 5% de ce potentiel sont exploités pour la production d'électricité. Le gouvernement se fixe pour ambition de parvenir à mobiliser 38% de ces formes d'énergie d'ici 2030 pour contribuer au développement du pays. Un hommage bien mérité a été rendu à l'ancien directeur général de l'Agence des énergies renouvelables, Dr Souleymane Berté, principal artisan de cette semaine, arraché à l'affection de tous il y a juste 2 mois à travers un film documentaire. C'est la visite d'une 50aine de stands qui a donné le ton des activités de cette 3e édition organisée par le ministère de l'Énergie et de l'Eau à travers l'Agence des énergies renouvelables AER en partenariat avec le PNUD, la BAD et la Fédération malienne de l'énergie et des énergies renouvelables. L'édition sera meublée par des conférences et autres espaces de rencontres. Depuis 1990, le 1er mars de chaque année est déclaré Journée mondiale de la protection civile. L'édition 2024 sera célébrée autour du thème « Les technologies innovantes au service de la protection civile ». À l'occasion, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, général de brigade Daoud Ali Mohamedine, a fait une allocution pour appeler nos concitoyens à plus d'engagement pour soutenir la protection civile. Je vous propose la synthèse avec Ousmane Dao. Dans un monde où les effets des changements climatiques et les catastrophes naturelles ne sont plus un tabou et au regard du nombre sans cesse croissant de leur impact sur les personnes et sur leurs biens, l'Organisation mondiale de protection civile a décidé d'agir en instaurant une journée dédiée à la protection civile. Cette journée vise à assurer la protection et l'assistance aux populations. L'institution de cette journée vise un double objectif. Il s'agit notamment de sensibiliser les populations sur les missions de la protection civile afin de renforcer leur résilience face aux catastrophes, mais également de rappeler aux États leur rôle dans le développement de structures assurant la protection et l'assistance aux populations, la protection de leurs biens et de l'environnement face aux effets dévastateurs des catastrophes naturelles. Aujourd'hui, la diversité des outils liés aux nouvelles technologies offre au pays de prédire, prévenir, se préparer, riposter ou se reconstruire. D'où le choix du thème de cette année, les technologies innovantes au service de la protection civile. L'Organisation internationale de la protection civile cherche à faire comprendre aux différents acteurs de la protection civile l'importance des innovations technologiques dans les systèmes de gestion des catastrophes, surtout dans un contexte caractérisé par la complexité des risques. Dans ce domaine de l'intégration des nouvelles technologies dans la lutte contre les effets des changements climatiques et les catastrophes naturelles, le Mali a accompli des avancées remarquables. Le partage de données hydrométéorologiques entre toutes les structures membres de la plateforme nationale pour la réduction des risques de catastrophes permet une surveillance efficace des risques d'inondation et de sécheresse. De même, l'analyse des bases de données permet à la Direction générale de la protection civile d'affiner sa stratégie de gestion des catastrophes sur toute l'étendue du territoire national. Il convient également de rappeler les résultats satisfaisants obtenus suite au développement et à la mise en œuvre par la Direction générale de la protection civile de l'application SOS Sécurité. De nombreuses catastrophes naturelles sont pour la plupart des conséquences des actions de l'homme sur la nature. Il urge de veiller au respect des espaces protégés, de la faune, de la flore, des actions qui vont contribuer à aider la protection civile à mieux faire face aux changements climatiques et autres calamités naturelles.
Et autre actualité, demain 1er mars, la communauté africaine célèbre la 9e édition de la Journée africaine de l'alimentation scolaire. Notre pays n'est pas en reste. Les cantines scolaires endogènes, socle d'une éducation inclusive et d'un avenir prospère de l'Alliance des États du Sahel. C'est le thème retenu pour cette année. En prélude à cet événement, le ministre de l'Éducation nationale a fait le bilan des efforts du gouvernement de la transition en faveur de l'alimentation scolaire au Mali. Sokona Kamisoko. Les données du département de l'éducation nationale font état de l'existence de plus de 2600 cantines scolaires à travers le pays. Ces espaces de restauration ont été instaurés par le gouvernement et des partenaires afin de maintenir les enfants à l'école, particulièrement en milieu rural. La Journée africaine de l'alimentation scolaire, qui est célébrée le 1er mars de chaque année, donne l'occasion aux décideurs de faire le bilan des avancées. C'est également l'occasion de jeter un regard rétrospectif afin de lutter contre la faim en milieu scolaire. Le gouvernement du Mali a mobilisé cette année près de 6 milliards de francs CFA afin de garantir le fonctionnement de 1574 cantines scolaires. Nos partenaires, dont le Programme alimentaire mondial et Catholic Relief Service, accompagnent le département dans la mise en œuvre de la politique nationale de l'alimentation scolaire. Les cantines scolaires participent de façon significative à l'atteinte des objectifs du développement durable, notamment l'ODD 2 relatif à la faim zéro. Depuis 2009, notre pays a adopté et mis en œuvre la politique nationale de l'alimentation scolaire. Le gouvernement du Mali a-t-il maintenu l'alimentation scolaire parmi ses plus grandes priorités? La célébration de cette 9e édition se déroulera le vendredi 1er mars 2024 à l'école fondamentale de Gouana, dans la commune rurale de Kalabankoro, dans le cercle de Kati, région de Koulikoro. Le thème retenu pour cette 9e édition est « Les cantines scolaires endogènes, socle d'une éducation inclusive et d'un avenir prospère de l'Alliance des États du Sahel ». Lancement officiel mardi dernier au ministère de l'Agriculture de la campagne de commercialisation de la noix de cajou au titre de l'année 2023-2024. La filière fait du Mali le 5e pays exportateur de la sous-région. Mamadou Fadé nous en dit plus. Avec une production annuelle d'environ 150 000 tonnes, l'anacarde constitue l'un des principaux produits d'exportation agricole du Mali. Sa commercialisation occupe une place importante dans les revenus du monde rural. Le lancement de la campagne de commercialisation de la filière anacarde va contribuer à augmenter les revenus des paysans, mais aussi accroître les échanges commerciaux entre notre pays et le reste du monde. L'anacarde aujourd'hui, par l'effort, on est parti, c'est-à-dire en 2008, à moins de 50 000 tonnes. Donc aujourd'hui, en quelques années, on se trouve à peu près 150 000 tonnes. Il y a plus de 100 000 personnes aujourd'hui qui sont engagées dans la production de l'anacarde. L'anacarde malien est très marginalisé parce que le Mali transforme moins de 1% de cette production. Aujourd'hui, avec l'appui de nos autorités, c'est pour vraiment lancer cette campagne et on s'attend cette année à une meilleure organisation et aussi à un meilleur résultat. Dans la vision de nos plus hautes autorités, le gouvernement est engagé à tout mettre en œuvre pour valoriser l'ensemble de nos ressources naturelles, parmi lesquelles l'anacarde. À cet effet, il urge d'avoir aujourd'hui un label malien afin d'assurer la traçabilité de la noix de cajou malien et la transformation du maximum de notre production sur le territoire national. C'est sur cette note d'espoir que je déclare lancer la campagne de commercialisation 2023-2024 de la noix de cajou bien séchée, bien nettoyée et sans impureté, avec un prix plancher bord champ de 275 francs CFA le kilogramme.
Le lancement de cette campagne de commercialisation a été l'occasion pour les responsables de la filière anacarde de présenter leur trophée au ministre. Un trophée décerné à notre pays par l'Agence africaine des cajous. Le Mali s'est vu aussi confier l'organisation de la rencontre africaine du cajou prévue en 2025. Le représentant spécial du président de la transition à la tête d'une importante délégation était ce jeudi à Nioro du Sahel dans le cadre des œuvres sociales du président. Il a remis aux populations en situation difficile 100 kits de vivres au nom du chef de l'État en cette veille de Ramadan. Moussa Diakité. Composé au total de 100 sacs de 50 kg de riz, autant de sacs de mil et de sucre, 100 cartons de pâtes alimentaires et 100 bidons de 20 litres d'huile, à raison de 50 kg de sucre, 50 kg de riz, 50 kg de mil, un sac de pâtes alimentaires et un bidon de 20 litres d'huile par bénéficiaire. Cette donation qui se situe dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition atténuera sans nul doute la souffrance des populations en situation difficile de la région en cette veille de Ramadan. Pour atténuer un peu la souffrance des populations les plus démunies dans le cadre du mois de Ramadan, le président a jugé nécessaire de donner des kits alimentaires pour montrer sa solidarité envers tout le peuple malien en général et les populations de Nioro en particulier, surtout la communauté musulmane. Nous quittons Nioro très satisfaits en remerciant le gouverneur pour l'accueil qui nous a été réservé, leur dire que nous sommes animés d'un sentiment de fierté et d'espoir. Chez les bénéficiaires, la satisfaction était très grande. Nous saluons toutes les autorités de la transition à travers le colonel Assimi Goïta et prions pour un Mali libre et prospère. Je voudrais encore une fois rassurer le généreux donateur. Je vais nommer son Excellence, Monsieur le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, que ces œuvres sociales contribuent d'une part à l'apaisement du climat social et d'autre part à la résilience des populations de notre région qui ne cessent de subir à présent les conséquences des multiples crises sécuritaires, sociales et culturelles que connaît notre pays depuis 2012. Ce geste, un du genre dans la localité, restera longtemps gravé dans les annales de la région. À présent, ce communiqué officiel, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a le profond regret d'informer l'opinion nationale des affrontements violents avec des armes létales qui se sont produits le 28 février 2024 dans le campus de Badalabougou. Ces agissements d'une extrême gravité et condamnables à tout point de vue entre des clans rivaux estudiantins sont survenus dans la perspective de renouvellement des instances du bureau de coordination de l'Association des élèves et étudiants du Mali, AEM, et se sont soldés par la mort d'un étudiant et plusieurs blessés graves. Le monde universitaire désapprouve avec véhémence ces genres de pratiques qui affectent dangereusement l'espace universitaire et compromet la sécurité de tous les acteurs qui y évoluent. Le ministre présente ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt ainsi qu'à ses proches et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. De tels actes sanglants ne resteront pas impunis et le département de l'enseignement supérieur ne ménagera aucun effort pour la pacification de l'espace universitaire. Au regard de tout ce qui précède, le ministre informe l'opinion nationale de la suspension immédiate des activités de l'AEM dans l'espace universitaire jusqu'à nouvel ordre. Rappelons que c'est suite au renouvellement du bureau du comité AEM que des clans rivaux se sont attaqués les uns aux autres. Bilan, un mort et plusieurs blessés. À cette occasion, le ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique a fait un communiqué pour condamner ces actes de violence avant d'annoncer la suspension immédiate des activités de l'AEM. Une décision que partagent plusieurs citoyens, des réactions recueillies par Tchemoko Konaté. C'est regrettable, moi-même je suis enseignant, mais je sais que l'État doit prendre ses responsabilités face à des situations comme ça. On ne peut pas continuer à faire de l'anarchie comme ça. Les élèves, on les met dans les conditions pour étudier. Dans le cadre scolaire, mort d'homme, ça devient très sérieux. Aller à l'école pour apprendre, se servir dans la vie, être quelqu'un après avoir appris quelque chose et
De là, avoir la mort, c'est affligeant. C'est affligeant. Je crois que ça se répète de façon continue. Il faut que ça cesse. Parce que depuis plus d'une décennie, il y a de ces faux problèmes dans les écoles. Pour moi, il faut supprimer l'AM dans toutes les écoles du Mali et l'État doit s'imposer. Tout élève qu'on voit avec une arme, on doit l'éradiquer. Qu'est-ce que l'AM est en train de nous servir si ce n'est pas des bêtises? C'est une affaire de business. Rien que pour ceux qui gagnent là-bas. Avant, le bureau de l'AIM, c'est pour défendre l'intérêt des étudiants. Maintenant, ça devient notre propre intérêt et qui n'a rien à voir avec les causes nobles même de l'étudiant. À mon avis, le gouvernement doit dissoudre catégoriquement, pur et simple, sans délai même, l'AIM. La Cité des enfants de Bamako a tenu la 9e session de son conseil d'administration. Au menu des échanges, l'état d'exécution des recommandations de la session précédente, mais aussi les résultats obtenus dans l'exécution du plan d'action 2023. Malgré les difficultés d'ordre financier, la Cité a pu exécuter son budget à hauteur de 96,92%. Inaba. La présente session a pour objet l'examen et la validation d'importants documents que les administrateurs auront à examiner, tels que le bilan annuel des activités de 2023, le point d'exécution du budget de l'année 2023 et les perspectives pour 2024. Au regard du bilan, la Cité des enfants a pu réaliser 12 activités au titre de la participation et de la protection de l'enfant, ainsi que le renforcement de capacités de ses agents. Grâce à votre perspicacité et vos méthodes de gestion des affaires, il est loisible de constater que la Cité des enfants est en train d'avancer. Cela se traduit par la richesse et la diversité des activités engagées, par sa direction en faveur de ses nombreuses cibles, faisant de la Cité des enfants un carrefour de rencontres, d'échanges, d'apprentissage et de loisirs propres aux enfants. Malgré les contraintes budgétaires liées à la crise institutionnelle et sécuritaire, la Cité des enfants a pu exécuter son budget à hauteur de 96,92%, avec un taux de recouvrement en recettes de près de 97%. La 29e session de ce conseil se veut également budgétaire. Le budget 2024 de la Cité des enfants est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 506 359 000 francs CFA. J'ose espérer qu'au sortir de cette session, vous aurez une fois de plus doté la structure d'un plan d'action réaliste et dynamique, avec un impact certain sur les enfants. Créée en 1999, la Cité des enfants est un lieu d'apprentissage où l'enfant, à travers les activités de son choix, participe à son éducation et à sa formation. Cette structure a pour mission d'offrir un espace de loisirs aux enfants, les initier à la science, la technique, la technologie, entre autres. Ce jeudi, la ministre de la Santé et du Développement social, colonel Assaba Diallo Touré, a participé à la cérémonie d'ouverture de la 11e conférence africaine sur la santé sexuelle et reproductive au Maroc, organisée par l'association marocaine de planification familiale et placée sous le patronage de Sa Majesté, le roi Mohamed VI. Cette conférence a pour objectif de renforcer les ODD 3 et 5 et se veut être une plateforme d'échange et de réseautage en vue d'identifier et de renforcer les politiques et les bonnes pratiques dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive au niveau du continent africain. Au cours de cet événement, plus de 500 invités du continent étaient présents. Au cours de son allocution, la ministre de la Santé et du Développement social a mis un accent particulier sur le progrès réalisé au Mali dans le domaine de la santé, de la reproduction et des défis à relever pour l'amélioration de la santé de la mère, de l'enfant, de l'adolescent et des jeunes au Mali. Direction à présent Mopti, où le premier commandant de la toute nouvelle région, garde numéro 5, vient de prendre fonction, une première dans l'histoire de la garde nationale. Elle rentre dans le cadre du renforcement du maillage territorial de la garde nationale. Le reportage de Bemba Sibi et de Souleymane Tepsougi.
Le commandant de la région garde numéro 5 de Mopti a pris fonction. La cérémonie officielle de remise de l'étendard au nouveau commandant a lieu ce mardi dans le camp de garde de Sévaré, en présence de plusieurs personnalités militaires, administratives et civiles. Le nouveau commandant entend inscrire ses actions dans la vision de l'état-major. Une garde nationale plus combattante, professionnelle et bienheureuse. Voilà, donc nous allons nous évertuer à inscrire toutes nos missions dans cette vision. Pour la réussite de mission, le conseil que j'ai à prodiguer à mes hommes, c'est d'être plus déterminé. Le commandement restera à leur écoute pour une bonne exécution des missions que nous allons recevoir de la hiérarchie. Donc, et je leur demande encore plus de discipline. De la discipline pour réussir les missions qui leur sont assignées, d'autant plus que cette prise de fonction marque un tournant dans l'histoire de la garde nationale, car le lieutenant-colonel Sidibé est le premier commandant de la toute nouvelle région garde de Mopti. La cérémonie de ce matin est un moment historique, un moment où nous écrivons un nouveau chapitre dans l'organigramme de la garde nationale du Mali. Elle marque la remise officielle de l'étendard au commandant de la région garde numéro 5, qui constate ainsi la prise de fonction officielle. Le chef d'état-major adjoint de la garde nationale de préciser à l'assistance que la création des régions gardes au nombre de 9 permet à la garde nationale de relever les défis majeurs dans la sécurisation des personnes et de leurs biens. Un défilé militaire et un cocktail ont mis fin à cette cérémonie de remise d'étendard. Le plan d'investissement climat au cœur des travaux de la 3e édition de la Semaine des énergies renouvelables. Il s'agit de présenter ce plan à l'ensemble des acteurs, mais aussi de procéder à sa vulgarisation. Sur la question, je vous propose d'écouter le PDG de l'Agence malienne de développement de l'énergie domestique et de l'électrification rurale Amader. Amadou Sidibé répond aux questions de Yaya Konaté dans l'invité de la semaine. L'objectif visé, c'est un taux d'intégration des énergies renouvelables de 38% à l'horizon 2030. Et nous pensons que c'est un objectif à atteindre, mais nous croyons que nous allons travailler à dépasser cet objectif, puisque le plan nous permet aujourd'hui, avec un certain nombre de conditions favorables au développement, surtout des énergies renouvelables pour les clients domestiques, de pouvoir installer des kits, de pouvoir installer des équipements solaires pour leur propre consommation et également, pourquoi pas, injecter le surplus sur le réseau. Alors, travailler à vouloir dépasser cet objectif, est-ce que ça veut dire travailler à sortir du thermique? Effectivement, aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de faire, notamment à partir de cette crise énergétique, sans précédent que nous travaillons depuis que le système énergétique malien est sur place, nous avons compris que nous avons atteint le fond du trou. Et c'est un travail de fond que le département est en train de mener depuis une année pour pouvoir inverser la tendance du mix énergétique. C'est pour sortir progressivement du thermique, qui est assez honoré pour une exploitation économique du réseau. Voilà l'invité de la semaine à suivre après le PMU Mali. Page noire de cette édition, Fadimata Bintou Touré n'est plus. Les obsèques de l'ancienne directrice de l'Académie d'enseignement de la rive gauche du district de Bamako ont eu lieu ce jeudi à Faladjessema. Décédée à l'âge de 70 ans, Fadimata Bintou Touré a été accompagnée dans cet ultime voyage par des parents, amis et collaborateurs inconsolables. Reportage d'Aouda Kouné. Arraché à notre affection à l'âge de 70 ans, le désormais feu Fadimata Bintou Touré est parti à jamais. Après la prière mortuaire, ce cadre de l'administration scolaire du Mali a été accompagné à sa dernière demeure. Elle repose au cimetière de Niamakuru. C'est une très très bonne personne. On regrette son départ. Ça nous a surpris. On s'est connus au Lions Club, Bamako Chiwara. Et elle a eu à prendre la présidence. Moi aussi. Donc vous savez que le Lions Club, c'est vraiment l'humanitaire. Et Fatoumata Bintou, elle a un bon cœur. C'est-à-dire, dans notre club, elle a mis vraiment ses propres moyens, c'est-à-dire à un moment donné, pour faire fonctionner ce club.
Professeure de l'enseignement supérieur, Fadimata Bintou Touré fut directrice de l'Académie d'enseignement Rive Gauche de 2003 à 2010, conseiller technique au ministère de l'Éducation nationale de 2011 à 2014 et directrice nationale de l'enseignement national de 2014 à 2018, année de sa retraite. Madame Fadimata Bintou a reçu des distinctions honorifiques, chevalier de l'Ordre national et officier de l'Ordre national du Mali. Elle était membre du comité de suivi des recommandations des Assises nationales de la refondation. Elle a consacré tout son temps à l'éducation, et rien que pour l'éducation, depuis quand elle était directrice de l'Académie de la Rive Gauche. On le dit aujourd'hui, elle est partie, c'est vrai, mais il y a ses œuvres, il y a ses actions sociales, actions humanitaires. Elle est très propre. Parce que quand elle a créé le parti Les Écologistes, elle n'a pas créé pour rien. C'est ma soeur, elle vient chez moi. Ma famille l'a adoptée, la sienne aussi m'a adoptée. Donc on est des sœurs. Et ses frères et ses sœurs sont mes sœurs à moi aussi. Et vice versa. La preuve, hier quand j'ai reçu la nouvelle, je n'ai parlé à ma famille. Mais tout le monde est choqué. Parce qu'elle était très gentille, très joviale et puis elle était taquine et tout. Fadimata Bintou Touré s'en va laissant derrière elle des parents et anciens collaborateurs inconsolables. Que Dieu l'accueille dans son paradis. Point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs, et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Offrez-vous l'escapade romantique que vous méritez et créez des souvenirs qui dureront toute une vie grâce à la tombola Megawin Saint-Valentin. Pour jouer, c'est simple. Envoyez WIN par SMS au 37 445 ou composez le dièse 101 dièse 39 dièse et tentez de gagner 2 billets d'avion. Oui, 2 billets aller-retour Bamako-Dubaï-Bamako à remporter pour vous et la personne de votre choix pour passer un moment inoubliable. Magnifique, n'est-ce pas? Offre valable jusqu'au 29 février 2024. Avec Megawin, vivez une Saint-Valentin de rêve. Orange. Amina macaroni di ima em tura ka macaroni do ni yere ni ye ni tobi e ka client me arami ni dala na ma ke e ka fo ma ko tu no mi ja e ni em tura ni ya ka tomi e ni macaroni tobi ne ba ni tobi ara ka mini dala i ka pasta duba ka ala macaroni pasta duba ma be mine idala i ka dambe ja wa i ka tobi libe nje e em tura fo sa em tura to ko tare ha ba ni be mi de ni be tobi. Oh, ana sople. Chera play. Abala. Horo dumini na nasa. Oh, ni so jale play di. Kafara nunu bekan.
aw ka macaroni, pasta tom, pasta duba ani pasta ren. Olu tɛ fosi de lase aw ma tobicogo ɲuman ani dundala timiya kɔ min ɲɔgɔn tɛ. Mali ka mugubɔ mansin kura lawasalen M3SA. Mansin ka sanbala ɲɔgɔn. Allô? 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 Allô, ma ne tulo b'i la o. Allô, Korotumu? Nama. E ni fama? Ma, a kɛra fama ye dɛ. Ne ko e ka kili tɛ ban de wa? K'i sankɔrɔ ta ten togo la. Kɔrɔ Ala k'i sutura. Ala ka n'i to i ɲɛgɛn ko foyi la. Ja nin bɛɛ de kun ye pour que k'a fɔ ne ye ko Sidi ka mariage bɛ yen. Mais musokɔrɔba ninnu kuma ka d'u ye. Caa. A ye kalo laban nisɔndiya kɔnɔ ni promo bonus ye faranka siɲɛ 2 ni alamisa don février kalo tile 29 a ye faranka sɔrɔ sigiyɔrɔma 2 aw ka rechargew kan Orange Money fɛ ani faranka sigiyɔrɔma 1 carte ani nafama ka se ka aw limanaw lasɔrɔ aw sagoya la. Awɔ, faranka sigiyɔrɔma 2 a y'aw teliya joona ka kɔ compte recharger application Maxit Mali fɛ n'a ti aw bolo a y'a télécharger Play Store walima App Store fɛ walima aw ka Jazz 144 Jazz 2 Jazzy Kori. Orange. Sama Money i yɛrɛ ta ka fara wari cili nɔgɔyali ka maliyɛnw ye sɔngɔ damatɛmɛja la. Sama Money bɛ a ka sanu caman fana nɔgɔya k'aw t'aw sigiyɔrɔ la. O dɔ ye a ka EDM kurun sarali ye. A bɛ waati jan bɔ ni Sama Money ye a bɛ se k'a ka compteur i sago crédit ta nɔgɔya la. Wa sisan Sama Money a ka compteur kɔrɔlen facture sarali daminɛ. Awɔ, compteur postpay kɔni a ma d'aw ma dɛ, a bɛ se k'a ka EDM defu fana sara n'a ye. I n'a fɔ compteur kura ɲinini wari, kuran labilali wari, kurantigɛ kɔfɛ. O n'a ɲɔgɔnna caman aw bɛ se ka sifilɛ sisan ni Sama Money application téléchargeri ye Play Store walima App Store kan walima a bɛ Jazz 600 Jazz Kori. Ni Sama Money ye aw lafiyara kuran wari sarali la. Sama Money i yɛrɛ ta. Awɔ, i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour faire bouger les choses. Un pas de plus pour atteindre vos ambitions. Alors, donnez-vous à fond, tasse après tasse, jour après jour. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. Dieu merci, à l'entier. Oui, allô. Ça va, monsieur? Ça va? Convocation. Attends. Jamana bɛ so mun di maaw ma n'a bɛ wele ko logements sociaux wasa o dili ka to senna cakɛda mun bɛ wele ko office malien de l'habitat OMH ko sɔni k'u bɛna wulikajɔ dɔ boloda wasa maa minnu bɛ so ninnu kɔnɔ n'u tɛ k'a sara cogo la u ka se ka labɔ sabula u yɛrɛ de ye bɛnkan sɛbɛn bolonɔ bila k'a fɔ ko kalo o kalo k'u bɛ so ninnu sara a sara cogo la jurukani bataki caman cilen kɔfɛ hakilijigin bataki caman cilen kɔfɛ ani kangarida bataki caman cilen kɔfɛ minnu taara di UC yɛrɛ fɛ hali bi dɔw ma so juru ninnu sara ni tun ye kunnafoni ye ka bɔ office malien de l'habitat ɲɛmaayaso la. Association Ensemble pour le Mamala organise la semaine nationale du Mamala prévue du 1er au 3 mars 2024 à Koutchala sous le thème « Une armée forte, un pays souverain, restons unis pour le Mali ». Prendront part à cette semaine les chefs de village, coordinateurs des capitales régionales et tous les chefs de village de l'aire géographique du Mamala.
les présidentes des femmes des CAF, les leaders religieux,